Bien. Non. Allez, ta veste, s'il te plaît. Venez, on est au couplet. Et c'est parti. Bonjour. Donc, vous m'entendez bien, c'est parfait. Enchanté déjà. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre classe. Donc, je suis Olivier Adam. Je suis prof à Jussieu et je fais ma recherche sur les cétacés. La recherche, en fait, c'est on se pose des questions et on essaye de trouver des réponses ou en tout cas de proposer des hypothèses pour répondre aux questions qu'on s'est posées. Et les cétacés ont eu un regain d'activité dans les années 2000 parce que les impacts des activités humaines en mer ont été importants. Et de regarder, d'observer ce que font les cétacés, ça fait partie, ce sont des très bons indicateurs de ce qui se passe en mer. Et du coup, ça a un petit peu relancé l'intérêt pour les biologistes ou pour d'autres chercheurs. Moi, je ne suis pas biologiste, par exemple, je suis plutôt sciences de l'ingénieur. Et c'est pour ça que je m'intéresse plus particulièrement à l'acoustique, parce qu'on va voir en fait que les cétacés émettent des sons et que donc on peut étudier leur émission sonore. Alors là ce matin, on va regarder quelques exemples d'émissions sonores justement. Après, je vous présenterai très rapidement deux projets sur lesquels je travaille. Et puis, on s'intéressera aux impacts des sons d'activité humaine en mer qui vont venir modifier des comportements de cétacés. Alors, avant d'aller plus loin, je ne sais pas si en biologie, peut-être que j'ai des choses que vous savez déjà, donc je m'en excuse par avance, mais il y a 89 espèces de cétacés. Et elles sont réparties en deux grands groupes. Les mysticètes, qui sont en fait les baleines à fanon, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de dents, mais des genres de cheveux, de grands cheveux dans la bouche. Et les odontoncètes, qui sont en fait les cétacés avec des dents. Donc, dans les mysticètes, on place les baleines à bosse, on place les baleines bleues, enfin toutes les très grandes baleines. Et dans les odontoncètes, il y a les dauphins, évidemment, les orques, les cachalots, les globicéphales, etc. D'accord ? Et ces deux grandes familles, en fait, n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre, à part le fait que ce sont des mammifères, c'est-à-dire qu'ils doivent aller à la surface pour respirer, ils ont des poumons comme nous, donc ils doivent aller à la surface pour respirer. Mais sinon, en termes de morphologie, en termes de comportement, ils sont très différents l'un de l'autre. Les grandes baleines, comme les baleines bleues, par exemple, on va dire que c'est plutôt des glandeurs. Ils sont plutôt tranquilles, tu vois, avec des nages un peu souples. Ils font des migrations, ils vont des zones de reproduction, des zones d'alimentation. Ils viennent relativement proches des côtes pour la plupart. Et puis, les odontoncètes, c'est là par exemple les dauphins, les globicéphales, etc. Donc là, il y a une grande famille. Ils sont beaucoup plus toniques, ils sont dynamiques, ils vont avoir des comportements sociaux très forts avec des groupes, par exemple des globicéphales qui sont des dauphins avec une tête arrondie, des très grands dauphins qui ont une tête agrandie, ils peuvent avoir des groupes de plus de 100 individus, donc des structures sociales très fortes. Et puis, on parle de culture chez les cétacés parce que, en fait, ils transmettent leur connaissance de génération en génération. Et du coup, eh bien, les groupes vont développer certaines cultures. Et par exemple, des dauphins qui ne sont pas au même endroit vont avoir, par exemple, des techniques de chasse qui vont être différentes l'une de l'autre. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des cultures, c'est des spécialisations qui se sont mises en place au fur et à mesure des années successives dans les groupes. Tu vois ça ?
Alors, juste un point sur les Odontons 7, c'est que les mysticètes et les Odontons 7, en fait, ils ne vont pas avoir les mêmes sons. D'accord? Ils ne vont pas émettre les mêmes sons parce qu'ils n'ont pas la même anatomie. Et ils n'ont pas le même générateur acoustique. C'est ce qu'on va voir ce matin, puisqu'on va s'intéresser au son. Alors, juste une introduction avant sur les cétacés. Comment on fait pour les observer? D'accord? Comment la technique est la technique pour les observer? Je vous rappelle que la chose qui est hyper importante dans votre vie, c'est de regarder ce qui se passe autour de vous, parce qu'en fait, d'être conscient du monde environnant, ça vous permet de mieux comprendre en fait ce qui est en train de se passer autour de vous. Et ben avec les cétacés, c'est pareil. Si vous voulez étudier, par exemple, ce que fait votre chat ou ce que fait votre chien, et ben il faut le suivre pendant une semaine ou 2 semaines. Et à un moment donné, vous allez comprendre en fait tout son raisonnement. Vous allez essayer de mieux comprendre son monde dans lequel il vit et quelles sont les urgences, et pourquoi il est fâché contre telle personne, pourquoi il est content avec une autre, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on fait évidemment avec les cétacés. Alors comment on fait ça? Alors oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un regain d'intérêt à cause des activités humaines. Là, je cite les activités humaines, tu vois, le trafic maritime, les pêcheries, les plateformes pétrolières, tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, comment on fait pour les observer? On va en mer et la méthode la plus classique, c'est de les regarder quand ils sont autour du bateau. Donc ça, c'est très bien parce que, on sait quelle est l'espèce, on peut reconnaître facilement les 89 espèces, donc on connaît quelle est l'espèce. Deuxièmement, les cétacés, ils ont des marques sur leur corps. Et donc, on peut savoir quel est l'individu qui est devant le bateau. Et ça, c'est hyper important parce que pour les espèces qui sont résidentes, par exemple, c'est-à-dire qui sont tout le temps présentes au même endroit, eh ben, on peut commencer des catalogues de photos et de suivre comme ça, année après année, chaque individu du groupe. D'accord? Par exemple, si vous allez à Seattle, tous les groupes d'orques qui sont résidents au large de Seattle sont dans des catalogues et donc on a les fiches individuelles de chaque individu de tous les groupes. Et ça va tellement loin que maintenant, il y a des faire-part de naissance, il y a des faire-part de décès. C'est-à-dire que quand il y a des orques qui viennent à mourir, sur Internet, il y a un faire-part de décès où on a le nom de l'individu. En fait, généralement, c'est un numéro. Et puis, un bilan de sa vie, parce que c'est des cétacés qu'on peut suivre pendant 10, 15 ans ou 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on a fait le même travail en Guadeloupe. On pensait qu'il y avait une cinquantaine de dauphins résidents en Guadeloupe. En fait, elles sont plus de 140 parce qu'on les a pris tous en photo. Et puis après, on a comparé les photos pour savoir si c'était les mêmes individus ou pas. Et puis, on a fait la même chose à Maurice, à l'île Maurice, dans l'océan Indien, où avec François Sarano, on suit des groupes de cachalots et donc on les prend en photo et vu que c'est toujours les mêmes, bah, on est capable de maintenant, on a donné des noms, en plus François Sarano a donné des noms à ces cachalots et donc on est capable maintenant de suivre et de les retrouver année après année. C'est hyper important. L'inconvénient des observations visuelles, bah, c'est qu'il faut aller en mer. Donc moi là je suis à Paris, donc c'est fini quoi, je ne vais jamais en reconnaître un. La deuxième chose, c'est que quand on est en mer, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un bateau, bah, généralement on est malade. Quand on est en train de vomir, c'est compliqué de faire les observations. Quand il fait nuit, bah, c'est encore plus compliqué. Quand il y a du brouillard, c'est plus compliqué. Donc en fait, voilà, il y a un certain nombre de difficultés sur ces observations-là, même si c'est l'observation principale que l'on fait en mer. Et puis le deuxième truc, c'est qu'il y a un petit biais quand on fait les observations en mer parce que on va autour de là où est stationné le bateau. Et quand ça un port où ton bateau est, et en l'occurrence, tu ne vas pas très loin en fait de là où tu as du port. Tu ne vas pas prendre 200 litres d'essence pour aller à Petzouille. En fait, tu vas rester relativement proche du port. Et donc, du coup, ton ouverture d'observation, elle est assez réduite. OK, donc ça, c'était les observations visuelles. Alors, il y a une autre technique qui est arrivée dans les années 2010, donc qui est très récente, hein, qui a, on va dire, 10-12 ans. C'est on met des modules électroniques directement, on pose des modules électroniques directement sur les cétacés parce qu'on a envie de savoir, par exemple, qu'est-ce qu'ils font au cours de leur vie, qu'est-ce qu'ils font au cours de leur plongée. Bon, le problème avec les cétacés, si tu veux, c'est qu'ils sont extrêmement mobiles et que dans l'eau, nous, on ne l'est pas. Et en plus, on ne voit rien. C'est-à-dire que toi, quand l'eau est super claire, comme à La Réunion, par exemple,
tu vois maximum à 40 mètres. Après, et encore 40 mètres en horizontal, parce que si tu regardes en profondeur, tu ne vois pas en dessous de 10 mètres, quoi. Donc, du coup, le cétacé peut partir très vite hors de ton champ et donc tu ne peux pas le suivre. D'accord? Si tu veux suivre ton chien, par exemple, tu es obligé de le garder en contact visuel pour savoir ce qu'il fait. Et si jamais il disparaît de ton champ visuel, tu ne peux pas savoir ce qu'il fait. Et donc, ça, c'est un problème. Et donc, ce qu'on a, les chercheurs, les scientifiques ont développé des modules électroniques qu'on va ventouser sur le dos d'une baleine, par exemple, ou d'un dauphin ou d'une orque. Et sur ce module, on va avoir des capteurs de température, des capteurs de pression, des capteurs de luminosité, par exemple. On va avoir des accéléromètres, comme ça on va pouvoir savoir ce qu'est en train de faire le cétacé. Est-ce qu'il est en nage tonique ou est-ce qu'il est en train de dormir ou est-ce qu'il est en train de se reposer ou de respirer. Et puis là, depuis, on va dire, 3 ans, 3-4 ans, donc c'est assez récent, on a rajouté une caméra. Alors, on pose des caméras maintenant sur les cétacés et ça, c'est ce qui est de mieux parce que, alors, avec un microphone, hein, cette caméra microphone, et comme ça, on sait ce qu'ils sont en train de faire. Et en même temps, on peut enregistrer leur émission sonore, ce qui fait qu'on peut faire le lien entre émission sonore et puis ce qu'on est en train d'observer sur la scène. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est super intéressant. Ça ouvre de plus grandes perspectives. Je vais vous raconter une histoire juste entre nous. C'est que moi, j'ai commencé un projet sur les interactions mère-baleineau chez la baleine à bosse. D'accord? Donc l'idée, c'était de savoir on était les premiers à faire ça parce que en fait, le baleineau chez Baleine à bosse n'a pas vraiment été étudié. Il n'y a que 2 autres équipes dans le monde qui font ça, une à Hawaï et une en Australie. Et en fait, l'idée, c'était de se dire quand le baleineau qui vient de naître à moins d'une semaine, euh, comment il fait pour être, quelle est sa place par rapport à sa mère. D'accord? En fait, quand on regarde chez les mammifères, les premiers jours, c'est très très particulier puisque le petit dépend tellement de sa mère, il a aussi une dépendance physique, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours en train de se coller, en tout cas en temps très proche. Et en même temps, le petit, il a une idée en tête, c'est de prendre du lait, quoi. Tu peux faire la même chose avec un chien ou avec un chat, c'est exactement la même chose. Et la mère a un esprit de sécurité, d'accord? Ce qui fait qu'elle ne souhaite pas que son petit s'éloigne trop d'elle. Et donc, on voulait faire ça sur les baleines à bosse. Et au départ, on ne savait pas trop comment faire des observations visuelles. Et donc, on s'était dit, bah, on va aller en bateau très proche d'une baleine, on va mettre une GoPro qui est une petite caméra dans l'eau et puis on va regarder. Mais à chaque fois qu'on fait ça, évidemment, la mer s'éloignait du bateau. Donc, du coup, on avait quelques images, mais c'était juste pas possible d'avoir une scène un peu plus longue qui nous permette de comprendre ce qui se passe entre la mer et son donc, on avait, alors pareil, en mettant des personnes dans l'eau, si on mettait un ou deux nageurs en surface, pareil, la mer avait tendance à partir. Et donc, on avait demandé à un Breton qui avait un kayak de mer de venir avec nous à Madagascar. Donc le kayak de mer, c'est des très grands kayaks. On avait instrumenté le kayak avec 2 caméras de chaque côté, de part et d'autre. Et on avait demandé à cette personne d'aller le plus proche possible au milieu des couples mère-baleineau pour faire des films. Le problème, avec l'idée, si vous voulez, que le kayak, c'est très très peu de tirant c'est extrêmement discret. C'est-à-dire, on arrive tout doucement en palmant, enfin, et en fait, ce qui se passait, c'est que le kayak, l'inconvénient du kayak, c'est qu'il est très très bas sur la surface de la mer, et ce qui fait que sur la surface, et donc la personne qui était en train d'être dans le kayak, en fait, ne voyait jamais où étaient les cétacés. Et donc, on était obligé, avec le talkie-walkie, de lui dire bah, à droite, à gauche, à droite, à gauche, enfin bref. Et le gars, il n'a pas arrêté de ramer pendant un mois, quoi. Donc, on a eu très peu d'images. Et lui a fait vraiment du sport. Donc, à la fin, on a arrêté tout ça. Et on s'est dit, on va mettre des caméras directement sur les baleineaux et directement sur les mers. Et je vais vous montrer une vidéo juste après. Ouais, non, je vais vous montrer une vidéo tout de suite. Alors, attends, on va sortir de ça. Attends, je vais vous montrer une vidéo tout de suite, c'est plus simple. Voilà ce que ça donne. On a posté des vidéos sur Internet. Attends, je vais te montrer une vidéo tout de suite si je le retrouve. Alors attends, je vais faire ça comme ça. On va faire. OK, hop, tac. Attends,
vais te montrer une vidéo tout de suite parce que c'est trop bien. Ça ouvre, c'est comme ça qu'on fait photogalerie peut-être. Attends, c'est où? J'espère que ça va aller vite dès que je le retrouve. Photogalerie, voilà, ça veut dire qu'on va avoir des informations et donc on va savoir, par exemple, quand est-ce que le baleineau, quel est le temps que le baleineau passe collé sur sa mère, quel est le temps que les baleineaux prennent du lait, est-ce qu'ils prennent du lait de façon récurrente ou pas. Voilà. Hop, hop. Tac, écran partagé, voilà. Donc ça donne ça, tu vois ce que je veux dire. Ici, là par exemple, mince. Attends, je fais ça. Attends, je l'avais il y a 15 secondes. Hop, je le refais. Voilà, c'est ça. Écran partagé, voilà. Tac. Je sais pas si tu vois le truc, voilà. Donc là, ici, on a mis par exemple, là, ici, tu as la caméra qui se fait ventouser sur le dos du petit. Bon, c'est pas mal, hein. Et là, on le voit, il est juste sous sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc la mère, on la voit juste au-dessus. Là, à gauche, dans le fond, je ne sais pas si tu le vois très bien, tu as une ombre d'une autre baleine qui est ce qu'on appelle une escorte. En fait, c'est un mâle qui accompagne le petit. Et là, tu vois, on voit le petit qui est vraiment juste en dessous de sa mère. Et très proche du sable, hein, très proche, là, à peu près, il y a 25 mètres de profondeur. Donc, ils sont vraiment en train de nager tout en bas. Là, tu vois, les poissons que tu vois, c'est ce qu'on appelle des rémoras, c'est-à-dire ces poissons qui se ventent sur le corps des cétacés pour se déplacer avec eux. Et là, le petit, il est en train de prendre du lait, en fait. Il est en train de prendre du lait. Tu vois, on voit qu'il a la gueule ouverte. Je ne sais pas si tu vois sur la droite de la vidéo. D'accord, il est en train de téter sa mère. Et voilà, et là, tu vois, le nuage blanc, en fait, c'est le lait qu'il n'a pas réussi. Et là, il quitte sa mère et il va remonter pour aller respirer à la surface. Tu vois, il passe devant sa mère. Là, c'est la gueule de sa mère à gauche. Et là, il va remonter tranquillement vers la surface pour aller respirer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est ça qu'on est en train de faire. En fait, on essaye en fait de décomposer en fait ce que font les cétacés et pour mieux comprendre en fait, et ce qu'on appelle des éthogrammes, c'est-à-dire des descriptifs de comportement dans le temps, c'est tout ce qu'ils font comme comportement dans le temps. Alors, une autre méthode, c'est la génétique. Donc, la génétique, en fait, on prend des bouts de peau, par exemple, ou des bouts de graisse d'un individu, et ça permet de savoir s'il y a des liens familiaux entre différents individus d'un même groupe. Et là, par exemple, pour les Kushalo, on vient de montrer l'île Maurice qu'en fait, le groupe qu'on est en train d'observer, c'est tous des cousins-cousines, plus ou moins éloignés. Donc, il y a un lien génétique fort entre ces individus. Et puis, l'acoustique. Donc, l'acoustique, c'est quoi? C'est que si vous avez, des individus qui font des sons, qui émettent des sons, bah, il suffit de mettre un microphone et de les enregistrer. Et donc là, il y a plusieurs choses à déduire de ça. C'est-à-dire que si tu as un son, si tu enregistres un son, ça veut dire que le cétacé est présent dans la zone, évidemment, parce que sinon, tu ne l'aurais pas enregistré. Donc, il est relativement assez proche du micro. On appelle ça des hydrophones. C'est des micros étanches. Et donc, on est déjà capable de les détecter, de détecter leur présence. Et après, vous allez entendre des sons, vous allez voir qu'on peut distinguer les espèces. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et après, on peut essayer de les localiser. On peut essayer de voir si le cétacé est proche de l'hydrophone, éloigné de l'hydrophone, s'il est à droite ou à gauche, etc. Donc, on peut déduire un certain nombre d'informations. Et puis, évidemment, après, on peut quand même s'intéresser au son lui-même, c'est-à-dire à quoi sert ce son, est-ce qu'il a une signification, est-ce que les cétacés utilisent ce son pour donner une communication, pour faire une communication, et ça, on va y revenir tout de suite après.
Alors là, j'ai tout mis dans À quoi servent les sons chez les cétacés. D'accord. Là, c'est un film de Denise Ersing qu'elle a fait aux Les dauphins Bahamas. possèdent une aptitude encore plus remarquable. Observons de plus près. Là, Le mouvement de ces fuite de ce dauphins poisson est lent et testés, en fait, laborieux. sont à la On pense que le recherche dauphin émet une de, vibration sonore de intense poissons. en direction de sa proie. Elle la détecte et en même temps. Et ce qu'il fait, c'est que les poissons, les odontocètes, donc les cétacés à dents, utilisent des clics pour chercher, pour identifier la présence d'une proie ou d'un poisson. C'est ce qu'on appelle l'écolocalisation. D'accord. Les chauves-souris font pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont envoyer un clic et puis sur une cible, d'accord, qui peut être un mur, une paroi, un bateau ou un poisson. Et il va y avoir un écho qui va revenir. Et cet écho-là, eux, ils vont le comprendre. Et donc, ils vont savoir qu'est-ce qu'il y a devant eux. D'accord. C'est le même principe avec les sonars, c'est-à-dire qu'en fait, on génère des sons et les échos qui reviennent, on analyse l'écho et on sait si c'est un bateau qui est grand, petit, qui est devant nous. Et c'est pareil pour l'échographe, quand tu fais une échographie pour savoir si tu es enceinte, et ben, ou si tu as un os cassé, et ben, en fait, l'écho qui revient de tes os sont différentes qualités par rapport au tissu. Et donc, on est capable de reconstituer comme ça ton squelette. Okay. Donc, c'est le même truc. Et là, ce que j'ai dit, donc, ils utilisent les sons pour toutes leurs activités vitales, pour communiquer, pour la cohésion du groupe, pour rechercher de la nourriture. Donc, c'est vraiment leurs émissions sonores ont vraiment un rôle fondamental dans leur vie. Ok, on va faire très vite quelques sons de cétacés, parce que vous allez voir quand même qu'il y a des points communs. Donc, le dauphin, bon, je pense que vous savez comment ça se fait, c'est des sons qui sont des sifflements avec des clics. D'accord, donc les sons, les clics, c'est des trucs comme ça. En fait, c'est on appelle ça des buzz ou des bursts. En fait, ces clics sont les sons qui sont utilisés, on va dire, pour l'écolocalisation. Et puis les sifflements, les scientifiques pensent que c'est plus pour les interactions sociales. Et en 2013, donc c'est assez récent, il y a un chercheur de St Andrews, Université de St Andrews, donc en Écosse, qui a fait 2 articles indiquant que certains sifflements étaient propres à chaque individu. Donc, il a identifié, si vous voulez, il a dit que certains sifflements sont en fait des signatures acoustiques individuelles, c'est-à-dire que le dauphin, en fait, va donner son nom aux autres membres du groupe quand il est en train de parler. Et ça a un intérêt parce que vu que les dauphins évoluent tout le temps en groupe et que contrairement à ce que nous on apprend, c'est-à-dire que là moi quand je parle, vous vous taisez parce que depuis le jour où vous êtes né, on vous a répété que d'un point de vue, on va dire, de respect ou de politesse, eh ben, vous devez ne pas parler en même temps que moi. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est totalement culturel. Et chez les cétacés, il n'y a pas cette notion-là. Donc, quand on enregistre des groupes de dauphins, c'est la cacophonie la plus complète, c'est-à-dire que tous les individus émettent des sons en même temps les uns avec les autres et que probablement que donner leur signature acoustique permet de savoir qui dit quoi dans le groupe de cétacés. Alors, ce qu'on a fait, par exemple, avec des partenaires à La Réunion, c'est qu'on a développé une étoile avec des hydrophones au bout de chaque perche, d'accord. Et ça permet en fait de savoir dans un groupe de dauphins qui émet des clics. Parce qu'en fait, chez les cétacés, les clics, enfin les odontocètes, les clics sont émis à l'intérieur du système respiratoire. Et donc, il n'y a pas de signe extérieur qui t'indique qu'il est en train d'émettre un son. C'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas la gueule, ils ne font pas un sourire, ils ne font pas un clin d'œil, ils ne lèvent pas la nageoire pour dire coucou. Donc, en fait, on n'a aucune façon de savoir quel est le dauphin qui a mis des sons. Et donc, on a développé ce prototype, hein, qu'on continue encore à travailler dessus avec les gens de La Réunion. Et donc, l'idée, c'est la suivante, c'est que quand tu as un dauphin qui arrive à proximité, il va émettre un son, et le son va arriver à des temps différents sur les hydrophones, d'accord. Et ce delta T, en fait, les temps qui sont
les temps d'arrivée qui sont en fait différents, va nous permettre de recalculer la position de départ où était le dauphin. Et donc, comme ça, si tu as un dauphin, tu peux le localiser, mais si tu en as deux, tu peux donc les distinguer l'un de l'autre en fonction des sons qui sont en train d'émettre. Donc là, je t'ai mis un petit exemple de vidéo. Là, ici tu as la représentation 3D sous MATLAB. Et puis là, tu as un dauphin qui arrive dans le rectangle rouge. Et dès qu'il émet des sons, et on va avoir la trajectoire. Là, on a un autre qui est arrivé. Donc, on va avoir la trajectoire qui va se reconstituer. Donc là, c'est des vidéos qui sont très courtes parce qu'on faisait des essais et les dauphins n'étaient pas vraiment intéressés parce qu'on était en train de faire, donc ils ne sont pas venus nous voir. Donc, du coup, on a des vidéos un peu courtes, mais l'idée, c'est de faire de la description de comportement. Là, toi, tu as plusieurs dauphins, tu peux avoir 4 ou 5 dauphins et on a certains qui émettent des sons. Et donc, on est capable de dire, voilà, dans un groupe, celui-là, c'est le leader ou celui-là, c'est celui qui a la main sur l'ensemble du groupe, etc. Enfin, hiérarchiquement, on est capable de dire qui fait quoi. Ok, je vous ai mis le beluga. Le beluga, c'est des odontoncètes, c'est des grands dauphins, en fait, qui vivent Nord-Canada, d'accord, dans le Saint-Laurent, par exemple, il y a une grande communauté, et sinon, tout au Canada Nord. Et en fait, eux, ils ont des sons tout à fait particuliers, c'est qu'ils font des clics et des sifflements. Des clics et des sifflements. Et les sifflements sont vraiment assez aigus et font penser voilà, font penser à des sifflements d'oiseaux. C'est pour ça qu'il a été appelé les canaris des mers, parce que en fait, les marins en fait, pensaient qu'il y avait des oiseaux qui étaient sous leur bateau, quoi. Compliqué, quoi. Alors, les statues des belugas, dans le Saint-Laurent, la population décroît à cause des activités humaines. Ils sont soumis à un stress à cause du trafic maritime et aussi soumis à une pollution chimique à cause des plastiques. Les orques ont un panel de sons qui est le plus large de tous les autres ancêtres, probablement parce qu'ils ont une structure sociale très très soudée, très très forte. C'est-à-dire que la mère va garder ses petits autour d'elle, et donc ils vont faire des clics pour faire de l'écolocalisation, mais ils vont faire aussi des sifflements, ils vont faire des genres de buzz, des genres de gémissements, comme ça, des genres de trompettes aussi. En 2002, il y a un chercheur qui s'appelle Lance Barrett, qui a pour la première fois a utilisé le mot de clan acoustique pour définir les sons des orques. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré différents pods, donc différents groupes d'orques, et il a noté qu'en fait, il y avait des sons spécifiques à un groupe. Okay, et donc, du coup, il s'est dit, voilà, ce groupe numéro 15, par exemple, ils vont avoir tel type de son, et ces sons-là, je ne vais jamais les retrouver dans le groupe 17, et donc on est capable de distinguer ces deux groupes avec des sons qui sont spécifiques du groupe. Il a utilisé le mot de clan acoustique pour la première fois, et après, ce mot clan acoustique a été repris pour d'autres espèces dont on sait, dont les cachalots, par exemple, parce qu'en fait, on a noté qu'il y avait justement la culture du groupe se transmet non pas uniquement avec des techniques de chasse, mais aussi avec des dialectes, donc en fait des sons spécifiques au groupe. Sur les orques, alors les orques, ils utilisent les sons pour faire des chasses, et il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans les 20 dernières années autour des sons, et notamment on a montré qu'il y avait des sons qui étaient utilisés pour faire au cours d'une chasse, par exemple. Quand ils veulent choper un pinnipède, par exemple, ils vont, ou une autre baleine, ils vont être en mode total silence parce qu'ils savent que la proie les entend. Donc, ils vont venir se placer tout autour de la proie de façon totalement silencieuse.
Et quand tout le monde est en place, la mère va envoyer un son hyper strident. Et là, tous les individus vont aller directement sur la proie pour le harceler, jusqu'à temps pour l'épuiser, en fait, et jusqu'à temps de pouvoir y accéder. Donc voilà, il y a des stratégies autour du son qui sont assez spécifiques. Alors, les cachalots, c'est un peu l'espèce qui se distingue par rapport à tous les autres espèces de cétacés. Déjà parce qu'il est immense, d'accord. Le cachalot, les mâles peuvent faire 15 mètres de long, peuvent faire 30, 40 tonnes. Et puis, et c'est des odontoncètes, hein, c'est pas des mysticètes, hein, c'est pas des grandes baleines. Et puis, voilà. Et puis il a été rendu mythique par le livre de Louis Herman, donc de Herman Melville, je veux dire, Moby Dick. Donc du coup, voilà, il y a plein de choses qui ont passionné les cachalots. Et si tu fais sur Google, tu fais François Sarano cachalot, tu peux trouver des émissions qu'on a fait ensemble sur France Inter ou France Culture autour de ces clans de cachalots. Alors, le cachalot, il fait pas de sifflement. D'accord? C'est le seul odontoncète qui fait qu'un seul type de son qui s'appelle des clics. D'accord? Ça, c'est un cachalot qu'on a enregistré à Toulon. Il y a des cachalots en Méditerranée. D'accord? Et donc, il va faire des clics successifs qui sont utilisés aussi bien pour l'écolotisation que pour les interactions sociales. Et là, tu vois, je t'ai fait un petit schéma. Ça, c'est un schéma que j'ai repris d'un article qui s'appelle d'un chercheur américain qui s'appelle Moll. Et en fait, il a expliqué comment étaient générés ces clics. Et en fait, là, ici, tu passes à sa tête du cachalot. Évidemment, je ne sais pas si tu vois ma souris, mais bon, globalement, tu as l'évent qui est placé tout au bout du nez, en fait, de la tête du cachalot. D'accord? Et en fait, l'évent va générer, il va y avoir des membranes qui vont venir claquer l'une contre l'autre. Ces membranes s'appellent des lèvres phoniques ou lèvres de singe. Et là, quand ça va claquer, il va y avoir une partie de ce clic très fort qui va partir en arrière. Donc, évidemment, il y a une partie qui part dans toutes les directions. Donc, évidemment, il y en a qui part à l'avant et qu'on est capable de l'enregistrer avec l'hydrophone. Mais il y a une partie du clic, vu que ça part dans toutes les directions, qui va partir en arrière, d'accord, et qui va venir se réfléchir sur l'os frontal. Et là, on voit que Moll, tu vois, il a fait une petite erreur parce que l'os frontal qui est FR là dans mon dessin, il n'est pas droit, mais il est courbé. D'accord? Si tu viens au Muséum d'histoire naturelle à Paris regarder les squelettes de cachalots, enfin, il y a un squelette de cachalot, tu vas voir en fait que l'os frontal, c'est une vraie parabole. Et donc, le son va venir sur cette parabole et il va se focaliser, il va se focuser. Toute l'énergie va être focalisée, il va repartir vers le devant, il va rebondir en fait sur cette os frontale. Il va repartir vers le devant. Et donc, du coup, tu t'aperçois qu'en fait, le clic que je viens de te faire écouter, toi, ton oreille, elle a compris que c'était un clic, mais quand tu le regardes sur un logiciel, tu vois en fait que c'est une succession de pulses. Et cette succession de pulses, en fait, sont espacées d'un certain temps. Et le temps entre chaque pulse correspond au délai, au temps que met l'onde pour faire toute la tête du cachalot. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand le clic part vers l'arrière, vers l'os frontal et revient vers l'avant, et ben ça prend un certain temps, évidemment. Et du coup, ça explique en fait le delta qu'il y a entre deux pulses. Et vu que le dimorphisme sexuel est hyper important chez les mâles et les femelles, c'est-à-dire que les mâles sont énormes, font 15 mètres, et les femelles sont petites, font 9-10 mètres, et ben on est capable, en mesurant simplement le clic, de dire si le clic a été émis par un mâle ou par une femelle ou par un juvénile, parce qu'on est capable de faire une estimation de leur longueur. Ok, la baleine à bosse. Donc la baleine à bosse, c'est un mysticète. Tout ce qu'on a vu avant, c'est des odontoncètes, c'est-à-dire des cétacés avec des dents. Là, c'est un mysticète. Les sons qui sont émis par les mysticètes, c'est les vocalises. Ces vocalises-là, on appelle ça des unités sonores. Et les unités sonores, en fait, sont séparées par des silences. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, tu vas avoir une vocalise.
Vocalise, silence. Vocalise, silence. Vocalise, silence. Vocalise, silence. Etc. Et ça, en 1971, il y a eu un article qui est paru dans la revue Science, qui est une des top 1, Nature et Science, qui sont les deux top 1 des revues scientifiques. Et dans cet article, il y a deux chercheurs américains qui s'appellent Roger Penn et Scott McVeigh, qui ont utilisé la première fois le mot chant, parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, que les unités sonores, donc les vocalises que tu viens d'écouter, sont en fait répétées en boucle par cette baleine. Donc, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que donc tu n'as pas énorme de vocalises. Elle fait des phrases avec 3, 4, 5, 6 vocalises. Et donc, ces vocalises, en fait, sont structurées dans le temps, d'accord, comme une phrase. Et après, elle va répéter la même phrase, répéter la même phrase, répéter la même phrase. Après, elle va changer une phrase, elle fait une deuxième phrase, répéter cette deuxième phrase, répéter cette deuxième phrase, etc. Et donc, elle va construire un chant en faisant, en fait, en répétant plusieurs phrases, 5-6 phrases dans son chant, d'accord, ce qu'on appelle le leitmotiv. Et donc, ils ont utilisé le mot chant parce qu'à partir du moment où tu organises quelque chose et que tu le répètes en boucle, bah, c'est ce qu'on appelle un chant. OK? Ça, c'est 1971. Et ça a été la révolution, cet article-là, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des sons dans les océans et encore moins des chanteurs. Donc, quand ils ont écrit cet article, ça a vraiment été le début de la bioacoustique, c'est-à-dire de l'étude des sons dans les océans. On s'est dit, waouh, il y a quand même des sons dans les océans, il faut aller les voir. Et moi, si je suis là, c'est probablement grâce à eux. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Scott McVeigh, qui est encore vivant et qui est quelqu'un d'assez exceptionnel. Ils en ont fait, juste pour la petite info, c'est que ces enregistrements qui venaient d'Hawaï, eux, ils ont travaillé sur les enregistrements qui venaient d'Hawaï, qui avaient été enregistrés à l'époque par la marine américaine. Ils en ont fait un disque, un vinyle, d'accord. Alors, vinyle, tu demanderas à ton arrière-grand-parent ce que c'est, mais c'était un truc rond, tu vois, sur lequel il y avait de la musique dessus, quoi. Et ce truc-là, donc, ils en ont fait un disque. Et donc, ils ont fait entre guillemets, ils ont enregistré plusieurs chants de Diana Ross. Et ce disque-là, c'est plus vendu que les Beatles aux États-Unis, d'accord, sur le marché américain. Et ce disque, il est recensé par un organisme qui, en fait, liste toutes les chansons américaines qui ont montré la culture musicale américaine. Et donc, ce disque-là, il est répertorié au même titre que Michael Jackson, que Prince, qu'Elvis Presley, etc. C'est un truc de fou, quoi. Alors moi, j'ai fait un disque avec des chants de baleines, avec un Américain qui s'appelle David Rothenberg. On a refait exactement la même chose. Lui, son disque, il l'avait appelé Song of Bagwell, et nous, on a fait New Song of Bagwell, mais malheureusement, ça s'est un petit peu moins bien vendu. Ok. Alors, cette baleine à bosse, en fait, elle fait 15 mètres de long, elle fait 30 tonnes. Alors, l'âge est compliqué, hein, d'accord. Quand tu vas faire Google, si tu fais sur Internet quel est l'âge d'un dauphin, quel est l'âge du Nord, quel est l'âge d'un cétacé, tu trouves toujours aux alentours de 70 ans. En gros, on ne sait pas trop. C'est très compliqué de savoir les âges. Chez les mysticètes, c'est donc les grandes baleines, comme les baleines à bosse, par exemple, c'est plus que 100 ans, d'accord. Chez les baleines, les right whales, donc les baleines franches, on les a estimés à une longévité de 200 ans, d'accord. Donc en fait, c'est des mammifères qui vivent, on va dire, relativement longtemps, en tout cas plus longtemps que nous. Et elles sont connues par leur route migratoire, qui sont extrêmement longues, qui peuvent faire 6000 km aller, 6000 km retour, entre des zones d'alimentation qui sont proches des pôles et des zones de reproduction qui sont dans les zones chaudes, des zones tempérées. Et alors, on se demandait comment, moi, quand j'ai commencé à bosser sur ces cétacés en 2007, on ne savait pas comment elles généraient ces vocalises. On ne connaissait pas l'idée, on ne connaissait pas le générateur acoustique. Et donc, ce qu'on a fait de l'anatomie. Alors, je ne sais pas si tu sais comment toi, tu produis des sons. Toi, tu as des cordes vocales qui sont en travers de ta gorge. Et en fait, l'air qui vient de tes poumons va venir appuyer sur ces cordes vocales. Ça, c'est une vidéo que tu peux trouver sur le site internet de l'Université de Lyon 1
que je trouve extrêmement bien faite. D'accord? Donc là, tu vois, tu as de l'air qui vient des poumons, qui vient appuyer en fait sur des ligaments qui sont tendus et qui donc ferment en fait la trachée. Et quand ta pression est trop forte sur ces ligaments, et bon, il va s'ouvrir, il va laisser passer l'air, et puis du coup, la pression va diminuer, donc ils vont se refermer, la pression va augmenter, vont s'ouvrir, etc. D'accord? En fait, les deux ligaments qui sont parallèles vont se mettre à vibrer, et ça, c'est ce qui explique la fréquence fondamentale de ta voix. Okay? Et les mots n'ont rien à voir. Les mots, c'est ta langue qui fait les mots. D'accord? Si tu n'avais pas de langue, tu ferais comme ça, mais tu ne pourrais pas faire de mots. D'accord? Les mots, en fait, c'est uniquement ta langue qui va se déplacer au millimètre près pour créer un son. Alors, quand je veux faire bonjour, eh ben, je vais placer ma langue de façon consciente, d'une certaine façon, d'une certaine position, pour faire le bon. Et après, je vais la placer différemment pour faire le jour. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est intéressant de voir quand tu as un bébé qui commence à faire des vocalises, il va faire en trois plombes, et puis à un moment donné, qui chope le bas ou le ma, là, il se dit, j'ai réussi à faire un ma, et là, il va te répéter ma en non-stop parce qu'il sait comment placer sa langue pour faire ma. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est assez intéressant. OK, donc là, on s'est dit, alors le problème qui se pose, c'est que les baleines n'ont pas de corde vocale. Et du coup, on s'est dit, mais alors du coup, il faut trouver un vibrateur. Et ce vibrateur, on a cherché où il était. Là, j'ai travaillé avec une américaine qui s'appelle une américaine spécialiste en anatomie. On a fait de la découpe de système respiratoire de grandes baleines, donc de baleines à bosse en l'occurrence. Et on a essayé de chercher où était le vibrateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les baleines à bosse, là ici, je ne sais pas si tu vois dans le schéma d'en haut, là, tu as les conduits nasaux en rouge. Alors en bleu, c'est le système alimentaire. Donc en bleu, tu n'as pas de. En bleu, c'est simplement la bouche avec la langue et puis l'œsophage. Mais en fait, c'est complètement déconnecté chez la baleine. D'accord? Le système respiratoire et le système alimentaire est déconnecté. C'est-à-dire que la baleine ne peut pas respirer par sa bouche et elle ne peut pas manger par son nez. Toi, tu peux boire du Coca-Cola par ton nez, par exemple. Bah, ça, chez la baleine, ce n'est pas possible parce que c'est déconnecté. Et là, du coup, en rouge, c'est le système respiratoire. Donc là, tu as les évents, tu vas dans les conduits nasaux, et puis tu as la trachée comme nous, et après, tu as les poumons. Et connecté à la trachée, tu as ce qu'on appelle le sac laryngé, en fait, qui est un ballon. D'accord? Et ce ballon va recevoir de l'air. Et donc, l'air va pouvoir circuler entre les poumons et ce sac laryngé, et ce sac laryngé et les poumons. Donc, à l'intérieur même du système respiratoire, il va y avoir une circulation de l'air qui se fait entre ces deux réservoirs qui sont les poumons et ce ballon. Okay? Et pourquoi ça marche comme ça? C'est parce que ça leur permet d'augmenter la durée de leur apnée. Tu peux faire chez toi, si tu veux, quand tu fais de l'apnée, par exemple, tu vas tenir 1 minute. Bon, bah, si tu gonfles un ballon, tu fais ton apnée, tu dures 1 minute, et après, tu reprends l'air qu'il y a dans le ballon, si tu veux, et donc tu fais 2 minutes. Bah, eux, c'est pareil, en fait, ils vont stocker de l'air dans cette poche qui s'appelle le sac laryngé, et ils vont récupérer ensuite l'air qui est dans cette poche pour prolonger l'apnée de 6 minutes de plus. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et ce qu'on a noté, c'est qu'à la jonction, c'est-à-dire au contact entre la trachée et ce sac laryngé, le sac, il est attaché à 2 cartilages qui s'appellent des arythénoïdes. Et en fait, les cartilages vont s'ouvrir plus ou moins pour laisser passer l'air. Et les membranes qui sont autour des cartilages vont se mettre à vibrer. On va descendre dans le système. Voilà, là, on passe dans les évents, dans les conduits nasaux des baleines. Là, on arrive à l'épiglottis. L'épiglottis, c'est ce que tu as là, hein, c'est la même chose. Là, ici, tu as en dessous le sac laryngé. Tu as l'ouverture de la trachée. En dessous, tu as le sac laryngé. Là, on va aller dans la trachée. Alors, évidemment, la trachée, elle fait 1,20 m. Donc là, ça fait 1,20 m. On fait demi-tour dans les poumons et on revient au niveau de la jonction où il y a le truc. Et là, tu vois l'ouverture qu'il y a entre la trachée et le sac laryngé. C'est tenu par 2 cartilages qui s'ouvrent différemment. Et en fait, ces 2 cartilages, en fait, la baleine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va les ouvrir et les membranes qui vont être autour vont se mettre à vibrer. Et c'est ça qui va faire la vocalise. Et là, en fait, on a noté avec Joy Redenberg que la baleine peut les ouvrir longitudinalement, en biseau, en V. Enfin, il y a plein de façons de modifier en fait la position de ces cartilages. OK.
Il n'y a que les mysticètes qui ont ce système respiratoire et du coup, tous les mysticètes vont faire des vocalises de ce type-là, alors que les odontocètes, avec leurs membranes qui claquent, ne peuvent pas faire ce type de vocalise. Okay, alors, je vais aller plus vite en système auditif. Le système auditif, c'est le même que le nôtre. Ça, c'est le tien, tu vois, ça, c'est exactement ton système auditif. Tu as ton pavillon externe, tu as le conduit interne. Tu arrives sur des osselets. Les osselets vont venir claquer l'un contre l'autre et transmettre à la cochlée, en fait, des vibrations. Et du coup, tu vas avoir une décomposition fréquentielle qui est faite par ta cochlée et transmise par le nerf auditif vers le cerveau. Okay, et ben, chez le cétacé, c'est exactement pareil. Là, si tu regardes, ça, c'est pour un dauphin. Alors évidemment, ils n'ont pas de pavillon externe parce que ça va les ralentir quand ils vont nager. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le pavillon externe a disparu parce que le profil hydrodynamique est mieux sur le pavillon externe. Par contre, tu as toujours le conduit auditif interne qui est fermé parce que sinon l'eau rentrerait dedans et ça serait n'importe quoi. Tu retrouves des osselets, mais ils sont plutôt ankylosés, donc c'est pas ça qu'il va l'utiliser. En fait, il va y avoir une transmission plutôt osseuse du son vers la cochlée. Et par contre, tu retrouves la cochlée, ce qui fait qu'on est capable de savoir quel est le seuil auditif, la sensibilité auditive des cétacés. Et après, tu retrouves le nerf auditif qui va transporter l'information fréquentielle et d'amplitude au cerveau. Ça, c'est le même système que le nôtre. Okay, tous les mammifères ont le même système. Et là, du coup, on a des seuils. D'accord, on a des seuils. On sait, par exemple, que si on émet un son à plus de 215 décibels dans l'eau. Alors attention, ce n'est pas la même échelle que les décibels aériens, que les décibels que nous on utilise. Les décibels sous-marins, ce n'est pas la même échelle. Et ben, on va exploser l'audition des cétacés. Et donc ça a été noté, ce qui fait qu'on est capable de dire si une activité humaine qui génère un certain niveau acoustique est un risque potentiel d'avoir une perte auditive permanente ou une perte auditive temporaire pour les cétacés qui sont autour. Okay, je vais aller vite sur les bruits. Alors, l'idée, c'est ça, si tu veux, c'est que tu as une source sonore qui est super forte. Tu vas avoir une zone où tu vas mettre en risque le cétacé, s'il est trop près de la source. Et puis, tu vas avoir des zones autour où ils vont perdre une partie de leur système auditif. Nous, ça nous arrive, enfin plus toi maintenant, mais si tu vas trop proche de certaines sources acoustiques, tu peux avoir ce qu'on appelle des acouphènes, c'est-à-dire des sons qui sont auto-générés par les cellules ciliées de ta cochlée, et donc qui sont des sons parasites. Tu peux avoir aussi des pertes auditives, c'est-à-dire ton seuil d'audition qui chute en fonction de ton exposition. Et ça va avoir des conséquences. Et alors, les niveaux des conséquences des impacts de ces sons ont été observés. Alors, une fois que les chercheurs ont mis les seuils auditifs, ça a été observé dans le monde vivant. C'est-à-dire, en fait, on a regardé le comportement des cétacés à proximité du trafic maritime, par exemple, à proximité de plateformes pétrolières, à proximité de bateaux militaires. Et donc, par exemple, en 1996, les militaires américains ont introduit sur leurs bateaux des nouveaux types de sonars qu'on appelle les LFAS, donc des Low Frequency Active Sonars. Et en fait, ça a provoqué des échouages de baleines à bec. 96, quand ils font les essais, échouages. 98, quand ils font des essais, échouages. 2000, quand ils font des essais, échouages. 2002, c'est tous les 2 ans qu'ils faisaient des essais. Et à chaque fois, il y avait des échouages. Ce qui a incité les chercheurs à dire que potentiellement, ce type de sonar était très impactant pour les cétacés puisqu'ils étaient responsables d'échouages. Et là, si vous avez le temps, vous pouvez regarder le film qui s'appelle Sonic Sea. Sonic comme le son, S-O-N-I-C, et Sea comme la mer, S-E-A. Sonic Sea, c'est $3. Donc, si vous n'avez pas $3, vous ne le faites pas, mais c'est $3 sur Internet pour le visionner. Et ce film-là, il est exceptionnel parce qu'il présente en fait ce risque encouru par les cétacés devant certaines émissions sonores. Et ils prennent 3 exemples. Ils prennent les sonars militaires, ils prennent le trafic maritime et ils prennent ce qu'on appelle les airguns, qui sont des outils pour trouver du pétrole en mer. D'accord ?
Et en fait, devant ces 3 sources sonores extrêmement violentes, et ben, il montre en fait quelles sont les réactions des baleines à bec, des orques, des dauphins. Et ce documentaire a été fait par un cabinet d'avocats aux États-Unis qui s'appelle NDRC. Et ce cabinet d'avocats environnement a traduit l'armée américaine en justice. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ont gagné. D'accord? Ils ont attaqué l'armée américaine, ils ont gagné parce que l'armée américaine devait, avant d'utiliser ces sonars, respecter un certain nombre, un protocole qu'ils n'ont pas fait. Et donc, ils ont fait ça. Et quand ils ont gagné, ils ont dit, OK, on va en faire un film de cette victoire parce que ça a fait un carton, en fait. L'idée de traduire une armée gagnée contre l'armée, ça a fait un carton. Et du coup, ils en ont fait un film documentaire. Et ce film documentaire, il est super bien fait. Si vous voulez le regarder, on peut faire un débriefing de ce film parce que moi je le connais par cœur, mais image après image, il y a des choses assez exceptionnelles dans ce film. OK. Le transport maritime. Alors, le transport maritime, si tu veux, ça dépend des lieux. En fait, le transport maritime, plus de 90% des marchandises que tu achètes sont passées dans un bateau. D'accord? Donc, le trafic maritime mondial, le trafic de marchandises mondial passe majoritairement par les bateaux. Et donc, il va y avoir de l'Asie à l'Europe et de l'Asie aux États-Unis des routes ou des autoroutes, en fait, de supertankers. Et donc, sur ces autoroutes ou proches des ports industriels, il y a un bruit qui est quand même très fort. Et du coup, donc, c'est pas partout dans le monde, mais c'est dans ces zones-là. Donc, les sonars militaires, j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir. Les plateformes pétrolières, pareil, ça va générer des sons en permanence d'extraction de pétrole. Et donc, tout autour de la. Alors maintenant, il y a des éoliennes. D'accord, les éoliennes en mer, on sait que, comme des éoliennes d'ailleurs terrestres, on sait qu'elles génèrent des sons dus aux vibrations en fait des pales qui se transmettent le long du pilier et donc qui vont faire résonner l'eau autour. Alors, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, et notamment le fait de mettre des amortisseurs au niveau des pales. Ça, si ça vous intéresse, on peut y revenir. Et puis, des outils aussi qui sont utilisés pour la pêche. OK, dernière partie, c'est fini. Comment on fait pour enregistrer des cétacés? Tu peux acheter un hydrophone, tu peux acheter des micros. Dans les 10 dernières années, ça s'est beaucoup développé. Et maintenant, on peut trouver des très bons micros pour $200. D'accord? Donc, $200, c'est pas super cher. Moi, quand j'ai commencé à bosser sur les cétacés, on était à 6 000 € hein, les hydrophones, ce qui fait que là, par contre, c'est des tarifs un petit peu plus délicats. Et avec $200, tu peux faire des très beaux enregistrements. Et du coup, ça a ouvert beaucoup de possibilités. Donc, on va en mer, on met l'hydrophone à partir du bateau dans l'eau, et puis on écoute. Okay? Et du coup, maintenant, on a de plus en plus de personnes qui font de l'écoute, et notamment pas uniquement avec un hydrophone, mais avec plusieurs hydrophones. Là, toi, dans le petit dessin que je t'ai fait, j'ai 4 hydrophones qui sont mouillés directement dans l'eau. Et comme ça permet de faire une triangulation pour savoir où sont les cétacés qui sont autour du bateau. Tu peux aussi mettre un hydrophone pendant un mois, enfin pendant 2 semaines, un mois ou 2 mois ou 6 mois dans l'eau. Donc là, tu vas envoyer l'hydrophone avec une encre pour qu'il reste pendant un certain temps à un endroit. Et du coup, après, une fois que tu as récupéré l'hydrophone, tu rentres à ton labo et puis tu regardes quels sont les enregistrements que tu as fait pendant 6 mois. Les capteurs, on les pose sur les cétacés. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure au début. Donc là, on peut enregistrer aussi les émissions sonores de l'individu qui a le capteur sur lui, quoi. Et puis, il y a eu toute une partie d'observatoires acoustiques qui ont été mis en place à différents endroits dans le monde. Là, ici, c'est un projet qui avait été porté par Yvan Simard dans le Saint-Laurent pour informer le trafic maritime de la présence de baleines et aussi d'ailleurs les whale watchers pour optimiser les sorties des whale watchers. Et puis, ça, c'était 2 millions de dollars canadiens en 2006, donc c'est quand même un petit peu important. Et puis, sinon, des réseaux d'hydrophones. Là, c'est un réseau militaire américain aux Bahamas. Ils ont mis 90 hydrophones pour faire de la trajectoire de torpille. D'accord? Trajectoire de sous-marin, trajectoire de torpille. Et
ça, c'est des hydrophones qui sont aussi utilisés pour faire du suivi de cétacés. Et puis pareil, tu as des universités canadiennes qui ont mis leur propre système d'hydrophone à proximité, comme à Halifax, par exemple. Vous êtes à Brest et vous pourrez très bien demander à votre lycée d'installer un hydrophone au large de votre lycée pour savoir quelle est l'activité acoustique qu'il y a dans la zone et qui peuvent très bien être des sons de bateaux, par exemple, mais qui peuvent aussi être des sons de crevettes ou la pluie. Tu peux enregistrer la pluie, par exemple, qui fait un son extrêmement fort à la surface. Ça fait exactement le même son qu'il y a quand tu dors sous le toit. Voilà. Pile 1 heure. Merci de votre attention. Je ne sais pas si je vais balayer peut-être un peu des choses trop vite, mais de toute façon, je suis à votre disposition si vous avez n'importe quelle question, soit tout de suite, soit par mail. Et voilà, et j'y répondrai avec plaisir, bien évidemment. Okay, c'est super, merci Olivier. Ils vont devoir y aller parce que ça a sonné ça a déjà sonné pour eux. De notre côté, on va débriefer tout ça, d'accord? Et puis on revient vers toi avec une liste de questions, d'accord? Et si on peut se refaire une deuxième séance en direct pour répondre aux questions, ça serait super chouette. D'accord? On fait comme ça. Okay, je vais t'envoyer les slides. Enfin, je vais vous envoyer les slides si ça vous va. Okay, super. Je te remercie, passe une bonne journée. Bonne journée à vous. Salut Olivier. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Salut.